Ok, donc voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de détailler un peu plus quelques exemples donc de schémas d'intégration qu'on pourrait utiliser. Je commence par un schéma d'intégration qui s'appelle la différence centrale, qui est basé sur des choses que vous connaissez puisque ce sont des différences finies. Ok, donc en fait par l'acronyme différence centrale, en fait on veut dire différence finie. C'est pas euh, un algorithme qui est utilisé. On comprendra tout de suite plus tard. D'accord, moi je vous le présente juste pour des raisons didactiques et pas pour des raisons d'application pratique. Ok, mais c'est important de comprendre pourquoi. Quand on imagine éventuellement soi-même un schéma d'intégration numérique, ben pourquoi il peut bien fonctionner et pourquoi il peut ne pas bien fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va satisfaire l'équation du mouvement à l'instant t. Si on satisfait l'équation du mouvement à l'instant t, il y a déjà un signe qu'on va avoir une méthode qui est plutôt explicite. C'est-à-dire qu'on écrit l'équation d'équilibre à un instant donné, et en écrivant l'équilibre à cet instant-là, on va essayer de prédire le futur. Donc c'est un peu comme lancer un missile vers le camp ennemi. Donc on en est ici à l'instant t, on écrit l'équation d'équilibre, et on voudrait savoir où on va atterrir à l'instant t plus delta t. Ok, d'accord, mais partant d'ici. Alors donc, une fois qu'on a écrit l'équation d'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? On va discrétiser l'accélération, donc la dérivée seconde, à partir d'une dérivée, une différence finie. Donc vous retrouvez ici les coefficients 1, moins 2 et 1, qui correspondent aux coefficients de la différence finie. On sait bien que l'ordre de grandeur de l'erreur qu'on commet, elle est de delta t carré. Donc en fait, si on prend maintenant ceci et qu'on l'injecte dans l'équation du mouvement, donc on va récupérer m fois l'accélération, plus le reste qui est la même chose. De là, on peut faire quoi? On peut sortir le déplacement à la fin du pas de temps. Donc c'est ça qui nous intéresse évidemment, parce que si on est capable de calculer le déplacement à la fin du pas de temps en fonction de tout ce qui vient avant, ben on développe une récurrence, et cette récurrence, on peut l'utiliser pour itérer simplement et propager la solution au cours du temps. Voilà, il y a juste un petit souci, c'est que l'expression qu'on obtient pour le déplacement à la fin du pas de temps, il dépend de la position à la fin, aux instants précédents, donc dans le passé. Et en plus de ça, il dépend de la vitesse. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable de calculer en même temps q dot de t plus delta t, et qu'on propage en même temps le déplacement et la vitesse, évidemment cette équation elle est inutile. D'accord? Donc on va développer deux options. La première, vous voyez ici en bas de l'écran, elle va consister à trouver une expression pour la vitesse à la fin du pas de temps, de manière à pouvoir donc propager à la fois les informations sur le déplacement et la vitesse, de sorte que on connaît tout le passé en termes de déplacement et vitesse, et puis à la fin du pas de temps, on est capable de calculer la nouvelle position, on est capable de calculer la nouvelle vitesse, et ces informations-là sont utilisées pour propager l'information vers le futur. Alors, je vais passer tout de suite à l'option 1. Oui, ou bien je vais peut-être juste développer l'équation intermédiaire hein, en attendant, peu importe, c'est la même chose. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut éliminer q de t moins delta t, qui est représenté là-bas, okay, qui est une grandeur a priori encore inconnue, enfin, qui se trouve deux pas avant, donc dans le passé, donc on pourrait éventuellement avoir envie de la supprimer. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser une différence centrale, de nouveau, une différence finie. Vous reconnaissez ici la différence finie, qui est précise à l'ordre delta t carré. Et donc on peut extraire le q en t moins delta t, et l'exprimer en fonction de q en t plus delta t, et la vitesse en t. Okay, de manière à ce que, au bout du compte, l'équation qui était en bleu là au-dessus, ben, finalement elle devient quelque chose qui ne dépend que de qt et q en t plus et q dot en t. Donc on a éliminé, si vous voulez,
on a éliminé ceci. Ok, bon, donc ça c'est pas mal, c'est peut-être une bonne chose. Vous verrez qu'on reviendra peut-être à une autre version juste avant. Et donc, il faut fermer ce système d'équations pour former la récurrence. Donc on a deux possibilités. La première, c'est de pouvoir exprimer la vitesse uniquement en fonction de Qt et Qt dot, de manière à ce qu'on ait une première équation ici qui nous donne position en fonction de ces inconnus, et on va trouver une deuxième équation qui nous donne vitesse en fonction de ces inconnus aussi. Ok, alors donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va faire l'hypothèse que la vitesse moyenne sur le pas de temps peut être obtenue par une différence finie des positions. Donc vous voyez ici la vitesse moyenne au pas de temps. Ce serait une espèce d'estimation au milieu du pas de temps. Donc c'est pas vraiment ça qu'on fait, mais c'est plutôt une vitesse moyenne donc entre le début et la fin. Et on évalue ça par une différence finie. J'insiste sur le fait que dans ce cas-là, on n'a pas une erreur d'ordre delta t au carré, mais plutôt une erreur d'ordre delta t. L'équation à laquelle on arrive, donc c'est une équation qui nous permet de calculer la vitesse. Et donc en pratique, comment ça marche? On commence avec des conditions en position et vitesse qui sont connues, qui sont généralement les données du problème. On va réaliser des itérations en alternant donc avec les équations 12 et 13. Ok, je mets nota bene, cette option requires a supplemental hypothesis, qui est en fait l'hypothèse que la vitesse moyenne peut être calculée comme dans l'équation représentée ici. Ok, deuxième option, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'éliminer la vitesse. Donc on va reprendre l'équation 12 là-bas, et on va plutôt, à partir de cette équation-là, essayer d'éliminer Qt dot, et on va obtenir Qt plus delta t en fonction de Qt et Qt moins delta t. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer dans 12 l'équation du Q dot. Voilà, ici. Simplement, on voit apparaître un Q dot, je vais peut-être le changer de couleur. On va apparaître la vitesse ici au début du pas de temps. Et bien la vitesse au début du pas de temps, on peut l'exprimer exactement de la même manière. Ou bien la faire sortir de là. Et on substitue ça dans l'équation en bleu. Ok, ce qui revient exactement au même. Je passe les calculs parce qu'ils sont pas super intéressants. Vous les avez peut-être déjà fait une fois ou je n'en sais rien. Vous pouvez peut-être les refaire si ça vous intéresse. Toujours est-il que l'équation à laquelle on arrive, évidemment, c'est une équation qui ne dépendra plus que de Q en t plus delta t. Le Q dot a disparu et il va nous rester le Q dot a disparu, pareil ici. Et il va nous rester uniquement le Qt qui reste et un Qt moins delta t qu'on vient de faire apparaître. Ok, et cette équation à laquelle on arrive, elle est représentée là-bas. Voilà. Et vous voyez qu'on est capable de calculer la position à la fin du pas de temps, à partir de la position au début du pas de temps et la position à pas de temps préalable. Et dans ce cas-là, en fait, on ne propage que le déplacement. On ne propage, je vais mettre que calcul, que le déplacement. Et donc, pas la vitesse et pas l'accélération. Okay, dans la version précédente, on ne calculait que le déplacement et la vitesse. Donc, pas l'accélération. Ok, on appelle ça une méthode à double pas, parce qu'on a besoin d'itérer sur deux pas de temps. Ok, et alors, bon, il y a juste un tout petit souci, c'est pour le démarrage, puisqu'on voit bien que si on voulait calculer Q en delta t uniquement, donc je devrais remplacer t par 0, de manière à calculer donc, ce qui se passe au premier pas de temps, c'est-à-dire tout au début de la solution dynamique qu'on a envie de calculer. Bon, en fait, on voit que c'est une fonction le premier terme, ça va être Qt, donc c'est Q0, ici, et le deuxième terme, Q de moins delta t, qui vient du deuxième terme. Ok, donc ça c'est pas génial évidemment, parce que nous on a une condition initiale en 0, et on n'a pas une condition initiale dans le passé. D'accord, donc si on fournit une condition initiale du style Q0 et Q0 dot,
En fait, on va simplement utiliser cette condition initiale qui est connue, la transformer pour obtenir une valeur de Q en moins delta T. C'est une espèce de valeur virtuelle, si vous voulez. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? C'est ce qui est écrit ici au milieu de l'écran. Donc si on fait de nouveau une hypothèse pour la valeur de la vitesse à l'instant initial, en disant que c'est Q0 moins Q de moins delta T sur delta T, ok, une différence finie de nouveau, bien on peut déterminer une valeur pour le Q de moins delta T. Ok, c'est cette valeur virtuelle qu'on va utiliser, c'est pas très compliqué. Alors, on peut regarder les erreurs. En fait, dans cette méthode-ci, on a combiné que des erreurs où l'erreur commise est d'ordre delta t carré, parce qu'on a utilisé cette relation-là, et cette relation-là pour la vitesse. Alors, on a juste une erreur d'ordre delta t, ici, mais une erreur d'ordre delta t, mais uniquement sur le premier pas de temps. Uniquement sur le premier pas de temps. Donc en fait, si on fait une erreur trop importante à cet endroit-là, ben, ça va juste modifier un tout petit peu la condition initiale, ou l'équivalent de la condition initiale. Mais on n'est pas en train de mélanger au cours des itérations des approximations d'ordre différent. Alors, on sait bien que quand on mélange des schémas d'intégration ou des approximations qui sont d'ordre différent, ben, ça mène pas spécialement à des bonnes performances. Et effectivement, dans l'option 1, on a un mélange d'approximations d'ordre delta t et d'ordre delta t carré. Okay, et donc ça nous donne une méthode qui ne fonctionne pas. On va voir qu'elle est instable dans tous les cas. Par contre, oui, on sait que la méthode elle est explicite. Pareil pour l'autre méthode. Je ne l'avais pas dit, mais si je l'ai dit là-bas. La méthode elle est explicite. Retenez-le, ok, c'est tuyau. On verra des familles de méthodes implicites tout à l'heure. Et autre chose aussi, on va voir donc en simulant en fait des réponses plus ou moins bien connues de ce genre de problème-là, on va voir qu'il existe une limite à la stabilité de cet algorithme. Donc c'est-à-dire que si on prend un delta t qui est assez petit, il n'y a pas de problème de stabilité. Par contre, le processus itératif qu'on utilise va devenir instable si on utilise un delta t, donc un pas de temps qui est trop grand. On appelle cette méthode-là conditionnellement stable. Ok, alors que la première, elle est tout simplement instable, ou on dit même inconditionnellement instable, puisqu'elle est instable dans tous les cas. On dit conditionnellement stable pour l'option 2, pourquoi? Parce qu'elle est stable sous la condition que delta t soit plus petit qu'une certaine valeur. Donc ici, je veux dire, c'est-à-dire stable si delta t inférieur à un delta t que je vais appeler critique, qui correspond à une stabilité. Et c'est une stabilité qui est fort semblable à celle qu'on a déjà étudiée avant en stabilité de structure, sauf qu'ici on parle plutôt de la stabilité d'un algorithme. Et quand je veux dire instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez au cours du temps ici, si on simulait avec l'option 1, si on simulait la réponse d'un petit oscillateur à 1 degré de liberté, donc je reprends cet oscillateur à 1 degré de liberté, je lui mets une masse de 1 kg, c'est un exemple académique évidemment, je lui mets une fréquence de 1 Hz, un amortissement de 1%, et je viens le solliciter avec une sollicitation P, qui est 1 newton multiplié par le sinus de 2 pi f0t. Voilà. Et donc, en fait, le problème n'est pas très compliqué ici. Il y a une solution analytique qui est connue, qui est simple, et qui correspond effectivement plutôt à la courbe rouge que vous voyez là-bas. Ok, donc ça, c'est la solution exacte. Donc on voit qu'en fait, ou en tout cas c'est proche de la solution exacte, on voit que l'option 2 fait du bon boulot, mais par contre on voit que l'option 1 ne fonctionne pas du tout. D'accord, donc ce qu'on va faire maintenant comme exercice, je vais le faire avec vous, je vais changer de plateforme, je vais prendre mon ordinateur, on va implémenter les deux versions de la différence centrale. Ok, donc option 1 et option 2, on va les implémenter, et on va un peu jouer avec les paramètres pour voir ce que ça donne. On va valider l'implémentation qu'on a faite en comparant notre résultat avec celui de la dia précédente. Donc on devrait être capable de pouvoir représenter ou reproduire le même résultat que celui-là, en prenant les valeurs numériques qui sont indiquées là.
Alors on va observer que l'option 1 va nous fournir une réponse qui est non bornée, donc c'est-à-dire instable, quelle que soit la valeur du pas de temps. On va observer que l'option 2 nous fournit une réponse qui est instable, donc c'est-à-dire non bornée, si le pas de temps est au-dessus d'une valeur critique. Okay, la valeur critique, on devrait être capable de la calculer ensemble. Je pourrais vous dire de mémoire quasiment que elle devrait être aux alentours de 0,318, pas de mémoire. Je viens juste de le recalculer. Ok, et ça, on peut le laisser tomber. Pour le moment, je vous laisserai regarder éventuellement l'algorithme et je vous laisserai jouer un petit peu avec pour bien comprendre. Ok, je fais une petite pause et puis on attaquera donc ensuite les autres familles d'intégrateurs.